Bonjour tout le monde! Continuons ce voyage dans le siècle des Lumières qu'on a commencé il y a quelques semaines déjà avec un portrait de Rousseau. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir un livre très connu au XVIIIe siècle dans lequel on apprend qu'il faut cultiver notre jardin. Alors, il ne s'agit pas d'un manuel de botanique, mais bien de Candide ou l'optimisme de Voltaire. D'ailleurs, c'est aussi le premier conte philosophique. Autrement dit, il s'agit d'une histoire qui reprend les codes du conte pour y apposer une visée philosophique. Ensemble, on va décortiquer tout ça tout en donnant sens à cette sombre histoire de jardin. Pour ce faire, je vous propose tout simplement d'abord de résumer l'intrigue de Candide en un peu plus d'une minute cette fois. Nous nous intéresserons ensuite à la manière dont l'histoire repose sur les codes du conte pour explorer finalement sa visée philosophique. Alors, on se lance? C'est parti! Candide vit au château du baron de Thunder-ten-Tronckh en Westphalie et suit l'enseignement de Pangloss. Un jour, il est surpris à embrasser Cunégonde, la fille du baron. Il doit quitter le château et s'enrôle alors par hasard dans l'armée. Fuyant le champ de bataille, il tombe sur Pangloss qui lui annonce que la guerre a tué le baron et la baronne. Démunis, ils partent à Lisbonne. Mais la ville est détruite par un tremblement de terre et l'Inquisition punit tous les hérétiques. Pangloss est pendu et Candide est recueilli par une vieille dame qui l'amène à Cunégonde. Tous deux fuient vers l'Amérique du Sud avec la vieille dame et Cacambo, un valet rencontré en chemin. Sur place, Candide doit abandonner Cunégonde. Cacambo et lui vivent un tas d'aventures. Ils tuent un jésuite, dînent avec des indigènes et visitent l'Eldorado dont ils repartent chargés d'or. Candide envoie Cacambo chercher Cunégonde et prévoit de les retrouver à Venise. Mais il perd toute sa fortune dans une arnaque qui le mène à Bordeaux. Il rencontre Martin, un pessimiste avec lequel ils partent à Paris, en Angleterre, puis à Venise. Là-bas, Candide retrouve Paquette, son ancienne servante, puis Cacambo. Ensemble, ils partent à Constantinople, où Cunégonde est faite esclave. Il retrouve d'abord Pangloss et libère Cunégonde, qu'il épouse malgré sa laideur. Il vit à ses côtés avec la vieille dame, Martin, Pangloss, Cacambo, Paquette et le moine Giroflée. Mais ils sont tous maussades, alors Candide les pousse au travail, car pour être heureux, il faut cultiver notre jardin. Ça fait beaucoup de rebondissements, hein. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le voyage de Candide est intense et que sa trajectoire est guidée par des surprises et des rencontres, bonnes ou mauvaises. Dans l'étude des contes, c'est ce qu'on appelle des péripéties, car l'histoire de Candide adopte bel et bien la structure du conte. Cette structure a été décrite en 1974 par Paul Larrivaille, qui s'appuie sur les travaux de Vladimir Propp. Larrivaille distingue 5 étapes dans le schéma narratif du conte. La situation initiale, d'abord, plante un décor paisible, ici le château de Westphalie. Mais l'élément perturbateur rompt la situation initiale et crée un trouble. Ici, Candide doit fuir parce qu'il a embrassé Cunégonde et puis ensuite la guerre éclate. Puis, les péripéties rassemble tout ce qui arrive au héros ou à l'héroïne qui cherche à résoudre son problème. Candide voyage beaucoup pour survivre, apprendre et retrouver Cunégonde. La résolution est finalement la solution au problème causé par l'élément perturbateur. Ici, Candide retrouve Cunégonde et s'installe avec elle. Enfin, la situation finale conclut l'histoire en étant meilleure encore que la situation initiale. Candide est marié, entouré de ses amis, et il pense avoir trouvé la clé du bonheur, cultiver son jardin. La structure de Candide correspond donc bien à celle d'un conte qui multiplierait les péripéties. Mais ce n'est pas tout, parce que Candide suit également d'autres codes du conte. La formule d'ouverture, par exemple, rappelle le classique « Il était une fois ». Et les personnages sont stéréotypés et investis d'une mission plutôt claire. Candide est le héros. Comme son nom l'indique, il est naïf. Sa mission est de survivre, mais aussi de retrouver Cunégonde, qui est, en somme, la princesse de l'histoire. Les autres personnages sont soit des adjuvants, soit des opposants de Candide. Les adjuvants, ce sont ceux qui l'aident à survivre, à apprendre ou à retrouver Cunégonde. Ce sont Cacambo, Martin ou la vieille. Les opposants ralentissent la quête de Candide. Les Bulgares, les Jésuites, le frère de Cunégonde, etc. Pendant sa quête, Candide va progresser vers l'autonomie. Il s'agit d'un conte initiatique qui raconte l'apprentissage d'un personnage ignorant. Dans le cas de Candide, cet apprentissage passe par la séparation d'avec son maître, Pangloss, dont le rôle est plus compliqué à comprendre que celui des autres personnages. C'est lié au fait que Candide est en fait un conte philosophique, ce qui signifie qu'il est porteur d'une idée philosophique ou d'un message. Le titre de l'œuvre l'indique déjà. Il s'agit de Candide ou l'optimisme. En apposant ces deux mots, Voltaire laisse deviner qu'il critique la philosophie optimiste, car il faut être
Candide pour y adhérer. Pour critiquer cette philosophie, Voltaire se sert de Pangloss, le précepteur de Candide, qui est décrit comme un adepte de la philosophie de Leibniz. Il s'agit de Gottfried Wilhelm Leibniz, un philosophe allemand de l'époque de Voltaire. Je vais schématiser sa pensée pour que tout soit clair. Leibniz est un rationaliste. En gros, il considère que la raison permet de trouver les causes des faits qui nous entourent, et donc d'approcher la vérité. Il crée ce qu'on appelle le principe de raison suffisante, selon lequel rien n'arrive sans raison. Ainsi, Leibniz prétend même pouvoir expliquer la raison du mal et de la souffrance. Ils permettent aux humains de s'améliorer et sont compatibles, selon lui, avec l'existence d'un dieu qui aurait créé le meilleur des mondes possibles. Voltaire désapprouve la pensée de Leibniz. Selon lui, trouver une raison à chaque situation, c'est refuser le progrès et oublier le concept d'injustice. On ne doit pas donner de raison d'être à l'esclavage, par exemple, mais on doit plutôt l'abolir. Bien entendu, avec le personnage de Pangloss, Voltaire caricature la pensée de Leibniz, qui est bien plus complexe que ça. Il en fait un personnage qui apparaît d'abord presque comme un adjuvant. Candide l'apprécie beaucoup. Mais on peut voir dès le début de l'œuvre que Pangloss est un imposteur. Déjà, son nom signifie qu'il parle beaucoup. Et sa spécialité, la métaphysico-théologo-cosmonigologie, est une blague qui vise à le moquer. Si Candide parvient à grandir et dépasser son maître, c'est parce qu'il est séparé de lui durant la deuxième moitié de l'œuvre. Ça permet notamment à Candide de vivre des moments formateurs. La rencontre avec un esclave, par exemple, lui permet de comprendre de lui-même que le mal n'a pas toujours de raison d'être. Durant le périple de son héros, Voltaire en profite d'ailleurs pour émettre d'autres critiques qui sont variées, notamment la guerre, les dérives de la religion, la violence des humains, le goût pour l'or, les inégalités, etc. Mais avec tout ça, je vous ai quand même pas expliqué quelle philosophie Voltaire prône à la fin de son ouvrage. Eh bien, à la fin, on voit que Pangloss a tort. Candide a beaucoup appris, mais sa situation n'est pas parfaite, car lui et ses amis ont beaucoup souffert. Ils gardent des séquelles de leur périple. Tout n'est donc pas bien dans le meilleur des mondes. D'ailleurs, Pangloss n'évolue pas du tout. Au début de la situation finale, les personnages s'ennuient. Puis Candide rencontre un vieux sage qui l'aide à comprendre que mieux vaut se mettre au travail pour récolter le fruit de ses efforts. Il faut cultiver notre jardin. C'est ainsi que les personnages finissent un peu plus heureux. Voltaire recommande donc de ne pas perdre son temps à penser la raison d'être de toute situation, mais bien de chercher plutôt à les améliorer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a montré en quoi Candide est un conte philosophique. Grâce au code du conte, Voltaire recommande de vivre une vie simple et guidée par le travail. Comme dans tout conte, chaque scène permet au héros d'avancer vers la situation finale. Il y aurait donc beaucoup à dire encore sur cette œuvre, notamment sur la scène utopique de l'Eldorado ou sur le personnage pessimiste de Martin. Ces éléments permettent à Voltaire de rendre son discours mesuré, tout en versant dans la caricature. Mais surtout, ça lui permet de faire de vives critiques du monde qui l'entoure. Ces critiques sont d'ailleurs généralement pleines d'ironie, ou bien elles reposent sur un raisonnement par l'absurde, qui est plutôt amusant quand on y prête attention. Du coup, je vous propose de vous laisser sur un exemple de l'absurdité de la philosophie de Pangloss ici, qui explique en quoi le mal, c'est bien. Les malheurs particuliers font le bien général, de sorte que plus il y a de malheurs particuliers, et plus tout est bien. Bonne lecture!